Bonsoir à toutes et à tous. Il est fait du même bois que son ami François Hollande. Michel Sapin sait lui aussi encaisser les coups et affiche un optimisme à toute épreuve. À Bercy, pourtant, il est en charge du sale boulot. Les finances, avec une mission, faire baisser les déficits sans croissance et sans toucher aux impôts. Il a récupéré un voisin de bureau remuant, le très médiatique Emmanuel Macron, qui va présenter cette semaine une loi pour relancer l'activité. Claude Veil s'est penché, lui, sur le compte-rendu des États généraux du PS. Pour lui, c'est du niveau d'une mauvaise copie de philo de première. Ce sera le face-à-face. Posez vos questions à Michel Sapin par SMS au 41 555 et réagissez sur les réseaux sociaux avec le hashtag C'est politique. C'est parti. On arrive au niveau. C'est un des privilèges de Bercy. Une navette privée pour traverser Paris en quelques minutes. Michel Sapin est un homme pressé. Ministre des Finances d'un pays en crise. Déficit, chômage, croissance en berne. Autant de dossiers que de mauvaises nouvelles. Mais pas d'inquiétude, le capitaine Sapin ne craint pas la tempête. Comme disait l'autre, si c'était facile, il n'y aurait pas besoin qu'on soit là. Donc c'est bien parce que c'est difficile qu'il y a aussi besoin de ministres qui prennent leurs responsabilités. Berlin. Sa responsabilité ce jour-là, c'est de négocier avec ses partenaires allemands. Sa mission, défendre un budget français, très décrié. Pas vraiment une partie de plaisir. Qu'est-ce que vous êtes venu dire à votre homologue allemand? Je ne vais pas vous le dire, c'était entre nous. Garder le sourire en toutes circonstances. C'est la méthode Sapin. Arrondir les angles. Apaiser les tensions. Détendre l'atmosphère, surtout ici, dans la capitale de la rigueur budgétaire. Pardon. Moi, je suis très discipliné, donc j'attendais l'autorisation. Je sais où je suis. Merci beaucoup pour ces deux questions. Vous ne vous êtes pas trop fait tirer les oreilles? Lesquelles? Pourquoi? Non, pas du tout. On travaille vraiment très très bien. L'Europe, c'est la France et l'Allemagne. Si la France et l'Allemagne ne sont pas en confiance, si ils n'ont pas une capacité à se dire les choses, mais au bout du compte à décider ensemble, alors l'Europe se porte très mal. Donc on a tous ça dans le cœur. On sait très bien qu'on doit réussir ce dialogue-là et on le réussit bien. À bientôt, merci. Merci. Positiver, une ligne de conduite. L'homme des chiffres et des coupes budgétaires aime voir la vie en rose. Mieux, il en a fait une signature, une petite coquetterie. Il y a du rose dedans. Quand les chaussettes reflètent tout un état d'esprit. Le contexte peut être morose, les débats peuvent être sérieux, les questions peuvent être difficiles, mais on peut peut-être garder un peu de sourire. Alors sourire aux lèvres et sourire aux pieds. Retour à Paris, à Bercy. C'est un bâtiment que vous connaissez bien, Bercy. Depuis longtemps. Il a été construit puisque j'étais là il y a 22 ans. Ministre des Finances du gouvernement Bérégovois. Même fonction, même bureau, mais un président différent. Aujourd'hui, le grand patron, c'est un de ses copains de régiment. Est-ce que l'Élysée a changé vos rapports? Oui, forcément, oui, parce que le président de la République, c'est le président de la République et le ministre, il est évidemment sous l'autorité du président de la République. Donc de ce point de vue-là, ça change une partie des rapports qui sont les nôtres. Et pour ce qui concerne nos rapports plus personnels et amicaux, ça ne vous concerne pas. Ok, n'empêche que maintenant, il doit sauver son ami le président. Sauver le quinquennat en redressant les comptes. Fidèle à lui-même, il y croit. La caricature, on se retrouve jamais dans une caricature. Mais je la trouve plutôt sympa sur le thème. Nous approchons des 50 milliards. Voilà, on est en train d'y arriver. Incorrigible optimiste, quitte à parfois s'arranger avec la réalité. Non, mais je ne suis pas un optimiste de nature. Quand je dis aujourd'hui la situation est difficile en France, le déficit est plus élevé que prévu, je ne suis pas sûr que ce soit un propos optimiste, mais c'est un propos qui veut regarder la réalité. Alors c'est souvent cette image d'optimisme accrochée à la volonté qui était la mienne, à la bataille qui était la mienne, pour faire en sorte qu'on arrête de faire monter le chômage et que même il baisse. Il a d'ailleurs un peu baissé, personne ne s'en est aperçu, mais il a même un peu baissé. Mais il faut aussi du volontarisme en politique. Vous imaginez un homme politique, par exemple un ministre du Travail, qui dit « Mon objectif, c'est que le chômage augmente ».
En route. Bonsoir Michel Sapin. Bonsoir. Alors dans le sujet signé Lisa Coudray et Mathieu Vibaud, vous parlez du sourire au pied. Je vois que vous êtes venu avec aujourd'hui. On va voir si vous gardez cette forme d'optimisme. Comment vous pouvez dire dans ce reportage qu'on vient de voir, je reprends vos termes, le chômage, il a baissé, oui, il a un peu baissé. Vous pensez que les gens qui vous regardent, à un moment donné, se disent pas, il est déconnecté de la réalité ? Parce que les gens, c'est normal, ils regardent ce qu'ils vivent, ils regardent les commentaires, ils regardent certains chiffres, mais pas d'autres, parce qu'on ne les aide pas forcément à regarder les chiffres qui sont les chiffres du Bureau international du travail, celui qui permet de comparer un pays à un autre. Non, mais laissons cela de côté. C'est vrai qu'à la fin de 2013, le chiffre international a légèrement baissé, sauf que comme depuis il a remonté, je comprends qu'aujourd'hui, chacun s'occupe d'aujourd'hui et non pas de ce qui se passait en fait il y a 6 mois. Et la responsabilité des politiques, c'est pas de regarder derrière soi, c'est de regarder devant pour essayer de l'améliorer. Mais pourquoi continuer à dire ça quand là, les derniers chiffres... Alors, pardon, je prends ceux de Pôle emploi. Ça a du sens de prendre ceux de Pôle emploi ? Ça plus a un sens, 0,8. mais ça n'a pas tout le sens. 0,8 points sur le chômage, 28 400 personnes. Est-ce que ce ne serait pas plus simple de faire comme fait un de vos amis, ministre, le ministre de l'Emploi, qui dit « Soyons honnêtes, nous sommes en échec ». Plutôt que de dire « ça baisse, ça va mieux ». Non, mais je ne le dis pas aujourd'hui. Je ne vois pas comment je le dirais aujourd'hui, puisque les chiffres, tous les chiffres sont dans le même sens. Donc je veux pas à la hausse. Donc je ne veux pas faire du rétrospectif. Il se trouve qu'à la fin de l'année 2013, point, terminé, personne ne le croit, tant pis, c'est pas grave, ça avait baissé. Mais laissons-le de côté, puisque depuis, ça a réaugmenté. Et que notre objectif est bien entendu de prendre les mesures en termes de politique du travail, mais aussi en termes de croissance. Ça, c'est mon boulot, c'est d'essayer de faire en sorte qu'il y ait plus d'activité, et que derrière l'activité, c'est de l'emploi. Donc voilà, tournons-nous vers l'avenir. Et c'est pas par optimisme que je dis ça, c'est par volontarisme. Justement, pourquoi je vous dis ça ? C'est qu'on a l'impression que vous, comme François Hollande, c'est ce que je disais en commençant l'émission, il y a certaines similitudes dans votre manière d'appréhender les problèmes. Il y a cette volonté de dire que tout va bien, alors que les Français ne le voient pas, que les chiffres disent le contraire. D'où ça vient, ça ? Je suis arrivé ici au mois d'avril, enfin ici, au ministère des Finances. Au mois de juillet, nous disions tous ensemble, ça va être difficile à la rentrée. Au mois d'août, en plein mois d'août, vous l'avez dit. J'ai dit que le déficit qu'on avait annoncé à 3,8%, il serait à 4,4%. J'ai dit que la croissance dont on espérait qu'elle serait à 1%, tout le monde, pas nous seulement, tous les observateurs, j'ai dit elle serait qu'à 0,4%. Et je dis aujourd'hui, si on continue avec une croissance aussi faible, en Europe et en France, ça ne va pas aller. Parce qu'on ne pourra pas faire reculer le chômage et on ne pourra pas rééquilibrer nos finances. Je ne sais pas si c'est être optimiste que de dire ça, mais c'est effectivement, comme je le dis dans ce petit reportage, regarder la vérité en face pour pouvoir faire bouger cette vérité. Mais bouger cette vérité, cette réalité, dans le bon sens, dans le sens... Franchement, je suis toujours très étonné. Vous pensez que ce qui conviendrait, c'est qu'il y ait des hommes politiques qui disent « il n'y a rien à faire, tout est foutu, c'est terminé, rentrez chez vous, maintenant... » Voilà, la France est terminée. Non, la France n'est pas terminée. Le discours de vérité. La France est un grand pays. La France est la 5e nation du monde économiquement, la 2e en Europe. Elle a des capacités de rebond. Il faut s'appuyer là-dessus. Ça, c'est un discours positif, c'est votre rôle, etc. C'est juste le sentiment qu'à un moment donné, qu'il y a un discours de vérité. Très bien, vous l'avez tenu visiblement sur les déficits. Là, on se dit aujourd'hui, quand on regarde les 2 ans qui viennent, comment est-ce que vous appréhendez les choses ? Si on tient ce discours de vérité, vous dites, si la croissance reste en l'état, ça n'ira pas. Comment est-ce que vous voyez ces 2 années qui viennent là ? C'est pour ça qu'il faut la faire bouger. Il faut la faire bouger, c'est tout le sens de la politique qui n'est d'ailleurs pas menée depuis aujourd'hui. La politique, dans le jargon, on appelle ça la politique de l'offre, là aussi personne ne comprend rien. C'est faire en sorte que les entreprises fonctionnent mieux, qu'elles aient une capacité d'investir, parce que derrière l'investissement, il y a de l'emploi. Bien, ça c'est tout ce qu'on appelle le pacte de responsabilité, le CICE, faire en sorte que les entreprises aient de l'argent qu'elles puissent utiliser pour soit sauvegarder, soit créer des emplois. Et puis c'est au niveau européen, toute la bataille qui n'est pas simple. On va en parler. Qui n'est pas simple pour réorienter la politique européenne vers plus de croissance. Vers de l'investissement pour relancer la machine. On va en parler. Mais ma question, elle est toute simple. Est-ce que ça ira mieux les 2 prochaines années que celles qu'on vient de passer ? Enfin, si je vous dis, là encore, que mon objectif, c'est que ça aille moins bien, c'est pas la peine, je peux partir tout de suite. Vous avez une visibilité sur ce qui va se passer ou pas ? On a une certaine visibilité, mais on n'est pas dans la prédiction, on est dans l'action. La prédiction, ça existe peut-être dans certains cercles, mais moi, je ne peux pas prédire l'avenir. Je peux agir. Alors, il y a des éléments très tangibles, très clairs. Meilleur. Et il y a quelques éléments qui peuvent laisser penser on peut les regarder ensemble, si on s'appuie dessus, ça peut aller mieux. On les regarde ensemble, les éléments. Baisse de l'euro, chute du prix du pétrole,
des taux d'emprunt historiquement bas. Les taux d'intérêt, oui. Taux d'intérêt, pardon. Est-ce qu'avec ça, il y a de quoi relancer la machine en France? Alors, d'abord, dans ces éléments-là, il y a des choses qui ont été décidées, qui ont été voulues. Ce n'est pas quelque chose qui tombe du ciel. Le pétrole... Vous n'y pouvez pas grand-chose. On n'y peut pas grand-chose. Mais l'euro ou les taux d'intérêt, c'est quoi? C'est la décision d'un organisme qui est peu connu en France, qui est parfois considéré comme une drôle de bête un peu étrangère, ça s'appelle la Banque Centrale Européenne. C'est celle qui a la responsabilité de gérer en particulier notre monnaie, qui est l'euro. La Banque Centrale Européenne, elle a pris les bonnes décisions. Elle a décidé qu'il fallait diminuer les taux d'intérêt et qu'il fallait faire en sorte que l'euro soit moins élevé qu'auparavant. Je vous pose des questions très simples. Oui, je sais que ce n'est pas des réponses évidentes, mais je vous dis, là, il y a un alignement des planètes favorables. Est-ce que ça peut peser sur la situation du pays dans les 2 prochaines années? Ça ne peut peser que positivement. Si l'euro montait, ce serait mauvais. Si le pétrole montait, ce serait mauvais. Si les taux d'intérêt montaient, ce serait mauvais. Donc quand ils vont dans l'autre sens, c'est plutôt que c'est bon. Donc vous avez tous les atouts pour que ça marche. Il faut appuyer sur les bons boutons. Moi, je ne veux pas, à partir de cela, considérer que tout est joué. Parce que ça, ce sont des éléments de contexte qui sont bons, mais à partir du moment où on prend les bonnes décisions par ailleurs, où on s'appuie sur ces éléments de contexte pour réorienter les politiques. La politique européenne, la politique française. Voilà, c'est ça l'objectif. On n'est pas là pour regarder, on est là pour agir. François Hollande, lui, est optimiste sur la situation économique à venir du pays. À partir de 2016, 2015, à quel moment on va sentir le fruit des efforts que vous avez fait jusque-là ou des politiques que vous avez mises en place? Je vois ce que vous cherchez à faire. C'est qu'on redise, comme on a pu le faire par ailleurs, qu'à telle date, ça va aller mieux. Mais moi, je ne le ferai pas. Parce que c'était une erreur de le faire, alors peut-être. Parce que je pense que le contexte de l'époque était un contexte où tout le monde disait que 2014 serait l'année de la reprise de l'activité. En Europe, en France, dans le monde. Manque de bol, si je puis dire, manque de bol surtout pour les citoyens, cette reprise de l'activité n'est pas là. Elle n'est pas là ni en France, ni ailleurs. Donc, on doit prendre en compte cela pour agir différemment et faire en sorte que ça aille mieux. C'est pas très compliqué comme raisonnement. Non, vous me regardez comme ça, j'ai l'impression que vous me faites la leçon. Mais François Hollande, s'il veut avoir une chance de faire finir bien ce quinquennat, a besoin de ce redressement-là. Il a même construit, dit-on, son quinquennat sur cette logique-là qui, à un moment donné, 2016, 2017, les choses vont se retourner. Et un élément qui pèse sur le moral des Français, c'est naturellement le chômage en un, les impôts et le pouvoir d'achat. Bien sûr, c'est d'ailleurs évident. C'est là-dessus qu'il faut des résultats. J'ai vu qu'on avait fait un sondage pour savoir ce qui préoccupait les Français. Moi, je vais vous donner le résultat sans avoir à payer le sondage. Donc c'est le chômage, c'est le pouvoir d'achat, c'est le niveau des impôts, c'est évident. Tout ne se résume pas à la situation économique et sociale. Dans une société, il y a d'autres sujets. Mais aujourd'hui, c'est prégnant. Écoutez, si Nicolas Sarkozy a échoué la dernière fois, c'est sûrement dû à sa personnalité, dont chacun voit bien d'ailleurs qu'elle n'a pas changé. Mais c'est surtout et avant toute chose dû au fait qu'il y avait plus de chômeurs, considérablement, plus de déficits, plus de difficultés. Donc si on se retrouve au bout de 5 ans avec une situation qui n'a pas été améliorée par rapport à celle qu'on a connue, c'est quand même très difficile de faire croire aux Français qu'on est un bon président. C'est pour ça que c'est un enjeu considérable, que d'avoir quelque chose qui aille dans le bon sens, qui montre aux Français qu'il est possible d'améliorer la vie quotidienne, d'améliorer les choses. Que la politique a du poids sur l'économie et que ça peut impacter. L'objectif de François Hollande, qui est là en photo avec nous, c'est de redresser le pays. On ne peut pas l'imaginer que ce soit autre chose, mais c'est aussi de pouvoir se représenter. Sans résultat, ce sera impossible pour lui de se représenter devant les Français. Écoutez, tout homme politique a envie de réussir personnellement. Il a envie de pouvoir se représenter s'il a la possibilité de se représenter. Mais l'homme politique de qualité, c'est pas celui qui pense à lui avant toute chose. C'est pas celui qui se dit simplement moi. J'en connais qui sont comme ça. Et François Hollande, lui, je crois pouvoir dire... Vous pensez à qui en particulier? Eh bien, Nicolas Sarkozy. Mais je crois que François Hollande, ce qui fait sa caractéristique, et depuis longtemps, depuis toujours, je l'ai toujours connu comme ça, c'est le sens de l'intérêt général. Donc je crois que vraiment sa volonté principale, c'est de faire réussir la France. Allez, nous allons maintenant parler des patrons. Ils réclament de la simplicité, de la compétitivité, se braquent contre le compte pénibilité. Cette semaine, on a vu des patrons siffler, manifester. Ils vous demandent de libérer l'entreprise. Les baisses de charges pour eux ne compensent pas les hausses d'impôts. Reportage Marie-Laurent, Barbara Steck, Oana Nguyen et Stéphane Lopez. Un pas décidé pour un geste à forte portée symbolique. Artisanat, CGPME, MEDEF. Ce soir-là, à Lyon, c'est l'ensemble du patronat qui vient briser ce cadenas géant. Avec un message clair pour le gouvernement, libérer l'entreprise. Pour pouvoir embaucher, il faut qu'on soit libre.
Et plus on nous contraint, même quand on a besoin, on ne peut plus embaucher. Donc ça pose un réel problème. Vous savez que les 40 milliards promis dont on parle, on n'en a pas vu la couleur. Alors qu'il y a 30 milliards qui ont été pris en plus, et ceux-là, on les a sentis. On nous coupe les deux jambes et on nous donne deux béquilles. Et puis après, on nous dit fournissez-nous des contreparties. Non, on voulait nos jambes, nous c'est tout, pour pouvoir bien courir. Les patrons exaspérés, dans le viseur depuis une semaine. Selon le gouvernement, si le pacte de responsabilité ne produit pas d'effet, c'est d'abord la faute du patron des patrons, Pierre Gattaz. Aujourd'hui, il y a très peu d'accords de branche qui sont signés. C'est un échec et aujourd'hui, c'est aussi le sien. Quand la nation, à travers le Parlement, consent et va consentir un effort de 40 milliards d'euros pour les entreprises, chacun doit être à la hauteur de ses responsabilités. Et je le dis notamment aux dirigeants du patronat, un certain nombre de propositions, de provocations, de propos, aujourd'hui ne sont pas à la hauteur de cette responsabilité. Diabolisé, le patron du MEDEF rejette la faute à son tour sur le gouvernement. Je suis désolé d'être le grand Satan, le Belzébuth, le Méphistophélès actuel. Oui, il y a entre 4 et 5 fédérations qui ont déjà signé ce pacte. Il y en a encore 5, 6, 7 qui sont en cours. Il y en aura d'autres qui vont venir. Mais si, à chaque fois, il y a une augmentation de la fiscalité d'une part et des dispositifs qui arrivent avec de la complexité et des augmentations de coûts du travail, vous comprenez qu'on n'est pas du tout dans l'esprit du pacte. Car, selon le MEDEF, depuis 2010, les entreprises ont payé au total 30 milliards de charges supplémentaires. Un recul de 7 milliards a bien été engagé cette année grâce au CICE, mais ce n'est qu'en 2017 que le pacte pourra avoir des effets sur l'emploi. Ce soir-là, dans la salle, 2000 chefs d'entreprise en colère. Du petit artisan au grand PDG, tous étaient venus siffler les dernières mesures adoptées par le gouvernement, notamment le compte pénibilité, présenté comme ultra contraignant, une usine à gaz pour protéger les salariés. Ça, je peux plus pousser la chaudière. Ça, je peux plus monter le lavabo au 4e étage dans Lyon sans ascenseur. Comment on fait, nous? Donc je vais appeler des salariés détachés qui ne seront pas soumis à ce genre d'astreinte. Pour ce gérant d'une petite entreprise de chauffage, la nouvelle loi sera tout simplement inapplicable. On nous demande une moyenne annuelle du temps passé soit en position accroupie ou au sol, soit portant une charge de plus de 10 kg, ça va vite 10 kg, soit de voir combien de fois là il est en train de se baisser, il se baisse à plus de 45 degrés en avant, donc combien de temps il s'est baissé là? C'est si on veut vraiment passer ce temps-là pour compter, on va embaucher quelqu'un, super, on va embaucher quelqu'un, comment on le facture? Comment je l'impute dans mes charges? Pas possible. Pas de quoi faciliter l'accord de branche dans le bâtiment. 1,5 million de salariés à lui seul, qui organisait justement une ultime négociation sur le pacte de responsabilité ce jour-là. Sans doute, un nouvel échec en perspective. Alors, on a entendu des membres du gouvernement cette semaine avoir des propos très rudes à l'égard de Pierre Gattaz, le patron du MEDEF. Mais il n'y a pas que Pierre Gattaz qui soulève un problème, notamment celui de la pénibilité. Comment est-ce que vous en êtes arrivé, en commençant le quinquennat, j'aime les patrons, le pacte de responsabilité, etc., avec aujourd'hui un tel climat de défiance? Oui, mais je crois qu'il ne faut pas en rester à ces images-là, même pas ces jours-là. Je ne suis pas sûr d'ailleurs que c'est ce qui laissera la plus belle idée d'eux-mêmes à ceux qui ont participé au sifflement avec un petit sifflet dans un amphithéâtre. Je ne suis pas sûr qu'ils ont été très fiers d'eux-mêmes. On les a forcés, vous pensez? Mais non, mais on voit bien, il y a un mouvement, on se monte la tête, on est dans la mobilisation, ça peut arriver à tout le monde, ça a dû m'arriver aussi en d'autres moments. Bien, voilà. Ça, c'était une période de mobilisation. C'est une façon de banaliser et de minimiser la colère qui vient d'exprimer. C'est une manière de la remettre au niveau qui me paraît être la sienne, véritablement. Parce que, vous auriez pu prendre d'autres images, mais des patrons qui sont au boulot, qui se posent les bonnes questions, y compris d'ailleurs la mise en œuvre du compte pénibilité, on pourra en parler si vous le souhaitez, mais qui se posent des bonnes questions sur le redressement de leur entreprise, sur les innovations, sur comment conquérir des marchés. Moi, j'en ai rencontré à Rennes une dizaine. Ça ne les empêche pas de dire quand ils ne sont pas contents. C'est pas ça. Mais ce que je n'aime pas, ce sont des mauvais patrons. Il y a les bons et les mauvais patrons. Non, il ne faut pas faire les bons et les mauvais. Parce que parmi ceux-là, il y en a quand ils sont dans leur entreprise qui sont d'excellents patrons. En fait, je ne vois pas où vous voulez en venir. Je veux juste en venir sur le fait que ça, c'est un moment
de monter en puissance de la manifestation patronale et que la seule chose qui compte pour eux comme pour nous, c'est comment on fait. Quand on est concret, quand on veut décider, quand on veut faire, quand on pense à son entreprise et quand on pense à son pays, parce qu'on peut être chef d'entreprise et en même temps être patriote, comment fait-on? Eux, ils vous disent, c'est très simple, hein. On baisse les charges, vraiment. Et qui les a montées, d'ailleurs, votre petit schéma le montre, depuis 2010 jusqu'en 2013, qui est en train de les baisser? C'est nous. Bien, donc nous le faisons. Pas suffisamment, pas en cohérence. Voilà ce que vous disiez, Patrick. C'est parfaitement en cohérence. Ils sont les premiers à savoir, dans leur propre entreprise, que vous ne pouvez pas, d'un jour en un jour, rattraper toutes les difficultés que vous avez pu amasser depuis 5 ans ou 6 ans. Donc nous le faisons à un rythme qui n'a jamais... Qu'est-ce qui est curieux? C'est curieux. Vous pourriez dire... J'entends la complainte ou les exaspérations de ces patrons. Vous le balayez d'un revers de la main en disant ce ne sont pas des bons patrons. Non, si je faisais ce mouvement-là, ce serait peu respectueux vis-à-vis des patrons. Et je suis respectueux vis-à-vis des chefs d'entreprise. Pas trop le terme de patron. Je suis respectueux parce que j'en rencontre plein qui n'ont qu'une seule idée, c'est d'avancer. J'en rencontre beaucoup qui nous disent jamais un gouvernement n'a fait autant pour l'entreprise en termes de baisse de cotisation ou de charges. 10 milliards de baisse cette année, 12 milliards l'année prochaine, c'est absolument considérable. Et le débat maintenant, le débat c'est qu'est-ce que vous en faites ? Qu'est-ce qu'en font les entreprises? C'est d'ailleurs ça la question qui est posée par les salariés lorsqu'ils recherchent des accords de branche. C'est du CICE ou de ce qui va venir à partir du 1er janvier, les baisses de cotisation. On en fait quoi dans l'entreprise? Qu'est-ce qu'on achète comme machine? Qu'est-ce qu'on fabrique comme nouveaux produits? Là, vous leur renvoyez la balle, c'est très bien, c'est le seul vrai bon sujet. Vous allez beaucoup trop vite. Le compte pénibilité, ils vous disent très bien... Qui n'a rien à voir avec le même sujet. Je résume. Ils vous disent très bien, il y a eu les baisses de charges. D'un côté, on dit j'aime l'entreprise, on nous facilite, on remet de la compétitivité dans l'entreprise grâce aux baisses de charges. Mais d'un autre côté, vous nous compliquez la vie avec le compte pénibilité. C'est vrai que l'exemple tel qu'il est montré ici est assez saisissant. Il est inexact. On peut faire de la caricature. Chacun peut faire de la caricature. En quoi il est inexact? Mais il est inexact parce que les critères qui sont décrits ne sont pas du tout les critères qui vont s'appliquer au 1er janvier. Oui, il y a 4 critères qui vont s'appliquer. Et ensuite, dans les petites entreprises, évidemment, on ne va pas, si j'écoutais le chef d'entreprise, regarder à 45 degrés combien de minutes. Enfin, quand il dit il va falloir que j'embauche quelqu'un pour savoir exactement comment les autres se comportent, tout ceci est caricature. Pas appliquer. Pas exact. Il ne va pas falloir appliquer les mesures. Mais bien sûr que si, mais c'est pas comme ça qu'elles s'appliqueront. Et les discussions que nous avons, que le ministre du Travail a avec, et le ministre des Affaires sociales a avec les organisations patronales, elle est justement, parce que dans les petites et moyennes entreprises, de faire en sorte qu'on simplifie considérablement. Vous êtes d'accord sur le fait que la façon dont c'est vécu, la façon dont c'est présenté, ça paraît compliqué à appliquer? La façon telle qu'elle est présentée, c'est pas que ça paraît compliqué, c'est que c'est inexact, c'est une manière, ça faisait partie des mots d'ordre pour mobiliser. Voilà, ils ont mobilisé, pas dans des conditions, me semble-t-il, très dignes. Ceci est derrière nous. Aujourd'hui, on travaille. Mais le compte pénibilité, est-ce que je peux dire un mot? Emmanuel Macron, vous pouvez dire un mot, d'ailleurs, vous en dites beaucoup des mots, mais Emmanuel Macron, il dit il faut l'ajuster, il faut ajuster la loi au réel, ça se fera dans les prochains mois. Il entend, lui. C'est ce que je viens de dire, exactement ce que je viens de vous dire. Donc, exactement, on discute aujourd'hui pour simplifier dans les petites et les moyennes entreprises. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Mais le compte pénibilité, c'est quoi? C'est une machine à embêter les patrons? Non. C'est quelque chose qui a été adopté en même temps qu'on rallongeait le temps de travail avant de partir à la retraite pour faire en sorte que les salariés qui sont usés, cassés par leur boulot, puissent partir plutôt à la retraite. C'est quand même un bon sujet. Tel que c'est présenté là, on a l'impression que c'est juste pour embêter le monde. Non. L'objectif, c'est de faire en sorte que ceux qui ont commencé tôt, qui se sont tués à la tâche, puissent au moins un peu profiter de leur retraite. Dites-le aussi, ça. Dites-le que c'est fait. Vous l'avez dit. Tout le monde. Dites-le que c'est fait aussi pour permettre à des gens qui sont usés de partir plutôt à la retraite. Ça vaut le coup d'avoir un petit effort, y compris par respect vis-à-vis de ses salariés. Et la plupart de ces patrons, ils ont ce respect vis-à-vis de leurs salariés. Deuxième revendication des patrons, pardon de le résumer comme ça, mais c'est l'idée de dire soyez cohérents. Un exemple très simple, mardi soir, tard, comme souvent à l'Assemblée, les députés ont voté une taxe sur les surfaces commerciales pour corriger l'effet du CICE. Je résume. D'un côté, on a donné aux grandes surfaces de l'argent avec le CICE, et de l'autre côté, on les taxe parce qu'on dit en fait elles ont trop perçu. Et alors là, il y a une exaspération des grandes surfaces. Les patrons, en l'occurrence. Là, c'est la grande distribution, qui sont aussi patrons. En tout cas, ils en il doit y en avoir 5. Hein, oui, voilà. Bon, très bien. Est-ce que c'est cohérent? Est-ce que c'est cohérent de donner d'un côté, de reprendre de l'autre? Oui, parce que ce n'est pas les mêmes, vous le voyez bien. Bon, et reprenons ça. De quoi s'agit-il? Ça a été souhaité par les députés. Par les surfaces commerciales. C'est les hypermarchés, les
hypermarchés, plus de 2500. Je crois qu'il doit y en avoir en France 800 ou quelque chose comme ça. Donc c'est pas la supérette du coin, sur le village, sur la place du village. Sans dans les détails sur la méthode. Mais non, parce que les amalgames finissent par faire perdre les objectifs et la réalité des mesures. La deuxième chose, beaucoup, y compris des patrons, critiquaient le CICE en disant qu'il faudrait que ce soit polarisé, ciblé sur ceux qui sont dans la concurrence internationale. Est-ce que les très grandes surfaces sont dans la concurrence internationale? La réponse est non. Bah alors vous êtes trompé au début. Mais non, parce qu'on ne peut pas faire en sorte, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais on n'a pas le droit, du point de vue de la règle européenne, de cibler. Donc on fait une méthode qui me paraît plutôt bienvenue. C'est d'un côté, il y a des avantages, de l'autre, compte tenu de ces très grandes surfaces, des bénéfices très importants qu'elles font, il ne me paraît pas terrible, il ne me paraît pas monstrueux de leur demander quelques millions pour contribuer au rétablissement des comptes de la France. Sur la loi Macron, on nous dit, la loi Macron, enfin loi d'activité, je ne sais pas comment est-ce qu'elle s'appelle, loi croissance au début avec Arnaud Montebourg, puis loi d'activité, ce sera cette semaine en Conseil des ministres, le travail le dimanche. On a entendu le ministre Emmanuel Macron dire que ça pouvait aller jusqu'à 12 dimanches travaillés. Et puis là, on a le sentiment qu'il y a une négociation qui se est en cours avec le Parti socialiste. Et que du coup, il est urgent de baisser le curseur. Il y a Anne Hidalgo qui est très en colère à Paris aussi, qui ne veut pas laisser s'installer l'idée qu'il faudrait travailler tous les dimanches, etc. Cohérence, qu'est-ce qu'on fait? Donc déjà, ce qui est bien, c'est que quand on parle de 12 dimanches, c'est qu'on ne veut pas faire le travail du dimanche pour tout le monde. Ouais. Donc l'objectif n'est pas du tout, on emploie tous les uns et les autres le terme travailler du travail du dimanche. Non, c'est le repos hebdomadaire le dimanche qui peut trouver des exceptions au repos hebdomadaire. 12 par an. Ce chiffre n'est pas avancé par tel ou tel ministre, c'est le résultat d'un rapport qui m'avait d'ailleurs été remis par M. Bailly, qui a fait des propositions parfaitement sensées et raisonnables sur le repos hebdomadaire et les exceptions que l'on pourrait mettre en place. C'est nécessaire qu'il y ait plus de possibilités d'ouvrir dans certaines régions, dans certaines métropoles. À Paris dans certaines métropoles, à la condition en particulier qu'il y ait un accord qui permette de faire en sorte que les salariés qui travaillent le dimanche soient payés un peu plus que ceux qui travaillent simplement dans la semaine. Est-ce que vous pensez, on verra pour les arbitrages, peut-être que ce soir le Premier ministre en dira un mot sur le travail le dimanche, mais est-ce que vous pensez que cette loi Macron, dont le Premier secrétaire dit qu'elle est un peu fourre-tout, c'est vrai qu'on ne voit pas très bien encore dans quel sens elle va suffire pour rassurer Angela Merkel, qui vous a adressé un petit message dans Die Welt. Elle a dit « La Commission a aussi dit de façon claire que ce qui est jusqu'à présent sur la table n'est pas encore suffisant. » Elle parle de nous, de la France et des réformes, ce avec quoi je suis d'accord. C'est pas suffisant. C'est un propos qui a son sens d'ailleurs, surtout quand on sait qu'elle est à la veille du grand congrès de son propre parti. Je vais dire les choses très simplement. Les réformes, on les fait en France, non pas pour faire plaisir à tel ou tel dirigeant européen, mais parce que c'est nécessaire à la France. Ça vous agace ? Mais ça ne m'agace pas du tout. Moi aussi, il m'arrive de dire des choses sur l'Allemagne. Je dis par exemple qu'en Allemagne, j'aimerais bien qu'ils investissent plus. Parce que comme ils sont... Tant mieux, ils ont fait les efforts avec des budgets qui sont plus à l'aise que les nôtres. Ça serait bien que leurs autoroutes, par exemple, ils investissent sur leurs autoroutes qui sont en très mauvais état. Je le dis, quand je le dis, ça l'agace parfois, me dit-on. Bien voilà, donc chacun peut dire quelque chose sur le pays d'aujourd'hui. Mais ce qui compte, c'est pour son propre pays. Pas le même, les réformes sont nécessaires en France parce que c'est bon pour la France. Il n'y aura rien de plus que, entre guillemets, la loi Macron dans les 3 mois qui viennent, parce que ça intervient, cette petite phrase, j'aurais dû commencer par là, dans un contexte particulier, où la France a obtenu 3 mois de délai avant que la Commission rende un avis sur une éventuelle procédure de sanction. Non, ça aussi, c'est une présentation qui n'est pas exacte, pardon de le dire. Ah bah allez-y. Donc, la Commission a considéré que, voilà, on avait un budget, on mettait en place notre budget, on le votait, et elle s'est donnée à elle-même un délai jusqu'au mois de mars pour avoir l'ensemble des informations qui lui permettront de juger. Pendant 3 mois, il se passe rien de plus. Mais il se passe en France. Mais si, il se passe que nous mettons en œuvre ce que nous avons décidé. Je vais prendre un exemple. J'ai, il y a quelques semaines, annoncé qu'il y aurait des mesures nouvelles pour améliorer le budget de 2015 et en particulier diminuer son déficit pour un montant de l'ordre de 3,6 milliards. Ce 3,6 milliards, point par point, d'ailleurs vous venez d'en décrire une mesure, je l'ai mis en œuvre, les parlementaires l'ont voté et nous sommes maintenant à un moment donné où la Commission va pouvoir disposer non pas de vœux, non pas de promesses, mais de faits et de décisions. Celle-là, elle n'en disposait pas. Il y a un débat, Michel Sapin. Il y a un débat. On tourne toujours autour des mêmes questions. Jean Tirole, prix Nobel d'économie, français, dit « La France est à la merci d'une attaque des marchés. La France doit suivre l'exemple de l'Allemagne. » Il est français, il dit qu'on doit suivre l'exemple de l'Allemagne. On parle tout le temps
des réformes structurelles. Est-ce que vous considérez que la France est en train de les faire? Parce qu'en vous entendre et entendre les phrases d'Angela Merkel ou de Jean Tirole, je me dis que vous ne parlez pas le même langage. Non, mais on le regarde d'un point de vue différent. Mais Jean Tirole dit quelque chose de parfaitement exact. L'Allemagne a fait ses réformes de structure. Le gouvernement de gauche en Allemagne a fait ses réformes de structure. Il y a 10 ans, qu'est-ce qu'elle a fait, la France, en 2003? Elle a fait les réformes en 2003, là où l'Allemagne faisait ses réformes? Non, elle n'a rien fait. Et de 2003 à 2012, pardon, ce n'était pas exactement une majorité de gauche. Pas de réforme. Nous faisons des réformes. Nous le faisons à un rythme qui est soutenu, qui est d'ailleurs parfois difficile. Il y a eu des réformes sur le marché du travail que je connais bien puisque j'étais à la manœuvre. Il faut encore améliorer, il faut encore avancer. Mais je le répète, ce n'est pas parce qu'il faut être meilleur que le modèle allemand ou parce qu'il faudrait répondre... Parce que ça marche. Vous voulez que je vous rappelle le taux de chômage en Allemagne? Oui, mais je peux aussi vous rappeler le taux de natalité en Allemagne. Et l'Allemagne, quand elle me regarde, quand elle nous regarde, elle dit « La France, pour nous, est un modèle du point de vue de la natalité. Chez eux, il y a des habitants en moins tous les ans. Chez nous, il y a des enfants en plus. Donc nous, par rapport à dans 10 ans ou dans 20 ans, nous sommes dans une meilleure position. Eux, par rapport à aujourd'hui et dans l'instant, ils sont dans une meilleure position. Elle peut faire quelque chose pour la natalité, Angela Merkel? Chacun a ses problèmes. C'est leur volonté, d'ailleurs, c'est de faire en sorte qu'il y ait quelque chose... Oui, on peut faire des choses pour la natalité. Vous savez ce qu'on peut faire? Comme en France, mettre en place des crèches. Il n'y en a pas en Allemagne. C'est pas étonnant ensuite que les femmes aient un peu de difficulté, ou les hommes, un peu de difficulté à avoir des enfants et de continuer à travailler. D'ailleurs, en Allemagne, les femmes travaillent extrêmement peu, ce qui est aussi un problème pour eux. Donc, chacun a ses problèmes. Chacun a ses réformes nécessaires. Nous les faisons. Ça n'a pas été fait pendant 10 ans. Nous les faisons. Écoutez, c'est à la fois la grandeur et peut-être la difficulté de notre tâche. Nous devons faire, nous, ce qui n'a pas été fait pendant si longtemps. Allez, je sais que vous n'êtes pas le dernier quand il faut parler de politique et du Parti socialiste, alors on y va. À 6 mois de son congrès, le PS se cherche une carte d'identité. Ce week-end, le premier secrétaire a mis sur la table un texte censé redonner un cadre idéologique aux socialistes, tiraillés, pour résumer, entre la ligne Valls et les frondeurs. L'objectif, c'est aussi de faire revenir les adhérents partis en masse depuis 2012. Reportage Yacine Mili et Dominique Lemarchand. L'heure du réveil a sonné. Le réarmement idéologique s'impose pour affronter deux ennemis, l'hégémonie réactionnaire, mais également le thatchérisme de la droite. Un ton anxiogène, des mots qui frappent. Il y a urgence. Le Parti socialiste doit retrouver une identité. Alors hier, aux États généraux, l'ordre du jour était à la reconstruction. Socialiste, social-démocrate, social-libéral, entre militants, difficile de se mettre d'accord. Il y a des ajustements à faire. Je pense que le monde bouge tellement vite que le gouvernement est obligé sans arrêt de louvoyer. On est un petit peu dans une situation où on est pris dans des rapides et c'est un coup de pagaie à gauche, un coup de pagaie à droite pour essayer de sortir des rapides. Moi je suis socialiste depuis déjà une dizaine d'années. Au Brist, dans le courant Vive la gauche, pardon. Voilà. Non, mais tu et donc, moi je considère que être socialiste aujourd'hui, c'est répondre aux attentes des plus fragiles de la société. Alors pour affirmer son identité, le PS vient d'adopter une nouvelle charte, sorte de référence collective des valeurs socialistes. Mais sur le fond, rien de révolutionnaire. Ce texte est avant tout fait pour ne froisser personne. La grande famille est là, est toujours réunie. Elle travaille à la remise en forme du Parti socialiste. Mais dans la grande famille, les disputes entre fidèles au gouvernement et frondeurs sont loin d'être apaisées. C'est toujours difficile à gauche. Il y a autant d'idées que de militants. Et donc plus on est, et plus il y a d'idées. Donc c'est toujours... Vous savez, je crois que c'était François Mitterrand qui disait cela, l'unité est un combat. Ça reste vrai, mais Jean-Christophe fait ça très bien, et je crois que la volonté est commune de réussir le rassemblement, oui. C'était important qu'effectivement les socialistes, après plus de 2 ans de pouvoir, se réunissent, réinterrogent leur identité dans un monde qui bouge. Voilà, la mondialisation a changé la donne. Aujourd'hui, on a plutôt l'impression d'une instabilité de cap, tout en laissant le rouleau compresseur libéral se mettre effectivement en œuvre, et ça, les gens ne sont pas dupes. Un PS déboussolé et divisé. Prochaine étape, le congrès du parti en juin prochain. Il faudra alors se mettre d'accord sur une ligne politique commune, un numéro d'équilibriste qui devra réunir les contraires.
Et puisqu'on parle de numéro d'équilibriste, je ne sais pas si vous avez vu ce sondage Odoxa, je vous le fais passer, vous l'avez peut-être vu. En tête, Manuel Valls, donc qui est réclamé, plébiscité par les sympathisants socialistes, le voilà. Mais dans le même temps, les sympathisants, lorsqu'ils sont interrogés sur la ligne politique, disent on veut un coup de barre à gauche. Donc ils veulent d'un côté Manuel Valls et de l'autre un coup de barre à gauche. Et là, on se dit, les socialistes sont devenus fous. Non, ils ne sont pas devenus fous. C'est toute la contradiction de l'exercice du pouvoir. Quand on exerce le pouvoir, on attire sur soi aussi les mécontentements. Pas Manuel Valls. Hein. Non, mais on attire sur... Heureusement, j'allais dire. Hein. Mais plus vous êtes haut dans le pouvoir et plus vous attirez le mécontentement. C'est la force des choses, c'est la force du système, c'est la force de la Ve République ou sa faiblesse. C'est ainsi. Et en même temps, on a envie de l'exercer, ce pouvoir. Enfin, moi, je ne connais au fond qu'une seule différence au sein des socialistes. Il y a ceux qui sont prêts à affronter la responsabilité et la dureté de l'exercice de la responsabilité et du pouvoir, et puis ceux qui préfèrent le confort de l'opposition. Ben voilà. C'est dit. Comment vous expliquez les 30 points d'écart entre le Premier ministre et le Président de la République? Parce qu'il y en a un qui est Président de la République et donc, comme je vous le disais, attire l'ensemble des mécontentements. Ça veut dire que les Français considèrent que Manuel Valls ne pèse sur rien? Non, c'est une manière de présenter les choses par volonté de provocation. Non, mais pas du tout. Il y en a un qui est populaire et l'autre qui ne l'est pas du tout. Vous connaissez bien les deux. Est-ce qu'à un moment donné... c'est une source d'inquiétude pour vous? On parle, pardon, mais j'attire l'attention des Français. Répéter la même chose. Sympathisants socialistes. Le président de la République, ça a toujours été comme ça, en tous les cas depuis une dizaine d'années, attire sur lui les mécontentements. En même temps, il a la responsabilité. Et au moment où il faudra affronter le suffrage universel, je pense que ce sera le mieux placé pour pouvoir l'affronter en toute responsabilité. Vous êtes optimiste là aussi? Non, je décris une chose, c'est pas l'optimisme, une description de ce que je crois. Ma pensée n'est pas optimiste par nature. Est-ce que vous avez lu le texte qui sert de nouvelle carte d'identité pour le Parti socialiste? Vous l'avez lu? Oui, j'ai regardé. Claude Weilet. Mais je sais, c'est sa grande spécialité depuis de très nombreuses années que d'analyser tous les textes socialistes. Absolument, bonjour Monsieur Sapin. On va parler de réarmement idéologique, comme dit Jean-Christophe Cambadélis, puisque c'est l'objet de ce texte. Comme beaucoup de citoyens, de gauche ou pas, je me pose la question, après 2 ans et demi d'exercice du pouvoir, où le gouvernement et le président ont dû abandonner en chemin, c'est ce que vous avez appelé la dureté de l'exercice du pouvoir, pas mal de dogmes et d'espérances. Je me demande, au fond, où vont les socialistes. Donc je me suis jeté sur ce texte, parce que je pensais trouver là une boussole qui m'éclairait. Et je dois dire que je suis resté sur ma faim. D'abord parce que ce texte ne restera pas comme un texte de référence dans l'histoire de la pensée socialiste ou de la pensée de gauche. Et puis parce que, au-delà du catalogue de bonnes intentions sur lequel tout le monde peut être d'accord et qui généralement ne sont pas assortis des moyens pour y parvenir, je trouve que la grande faiblesse de ce texte, c'est qu'il ne pointe les difficultés, la dureté justement dont vous parliez, que pour mieux les éluder. Parce qu'on voit bien, le texte le constate, c'est-à-dire que le monde a changé radicalement. Ça veut dire... Nous sommes dans une crise de la social-démocratie, l'État-providence est en difficulté financière, il a des problèmes de fin de mois, les brouillages idéologiques traditionnels les systèmes idéologiques traditionnels sont profondément brouillés, le salariat a été atomisé, il y a la montée de l'individualisme, bref, nous avons changé de monde. Et face à ça, l'affirmation d'une nouvelle social-démocratie reste pour moi totalement évanescente. Donc je veux vous poser la question de façon très, très simple. Puisque vous êtes un des mieux placés pour répondre à ça, comme ancien ministre du Travail et comme ministre des Finances aujourd'hui. Le logiciel socialiste, ou plus largement même le modèle français, qui est fondé sur la centralité de l'État, un très haut standard de protection sociale, des prélèvements obligatoires et des dépenses publiques à un niveau quasi record, ce modèle-là est-il viable, est-il adapté au monde dans lequel nous entrons, c'est-à-dire un monde de la concurrence de tous avec tous, d'une Europe sans frontières et d'une jungle économique où les positions acquises sont fragiles? Alors, ce sont des sujets qui sont difficiles, mais tels que vous le décrivez, alors nous ne serions absolument pas adaptés au monde d'aujourd'hui. Mais si nous prenons le monde d'aujourd'hui tel qu'il est, on peut être pour ou contre la mondialisation, ça ne change rien. Elle est là. Elle est là. Donc la question, c'est pas comment on est contre, c'est comment fait-on pour, pourquoi. C'est là qu'il y a des valeurs qui interviennent. Est-ce que dans cette mondialisation, on va considérer que c'est le logiciel ultralibéral qui peut exister à beaucoup d'endroits, qui consiste à dire chacun pour soi? Est-ce que c'est celui-là qui doit
prévaloir? Ou est-ce que, dans cette mondialisation ouverte, avec les concurrences qui sont là, y compris des concurrences entre individus, est-ce qu'on essaye de faire en sorte, je ne dirais pas de sauvegarder, mais de mettre dans le contexte d'aujourd'hui des dispositifs qui permettent de faire en sorte qu'il y ait de la solidarité. Je vais employer le terme de solidarité parce que je pense que c'est un des plus beaux termes qui, en l'occurrence, définit ce qu'est le socialisme. Ce qui n'interdit pas à quelqu'un d'autre qu'un socialiste d'être éventuellement quelqu'un d'attaché à la solidarité. Mais c'est ça. Je vais prendre quelques exemples. On ne peut pas avoir le même régime de retraite qu'il y a 20 ans, puisque c'est un fait. L'allongement de la vie fait qu'il y a de plus en plus de retraités et de moins en moins de cotisants. On ne peut pas continuer de la même manière, sauf, comme vous le disiez vous-même, avoir des prélèvements obligatoires records. Ça, ce n'est pas un bon record, entre nous soit dit. Pour ceux qui croient qu'il suffit d'avoir des impôts très élevés et de la redistribution très élevée, c'est-à-dire de la dépense obligatoire et du prélèvement obligatoire très élevé pour avoir une croissance forte, alors la France devrait être la première au monde, ou la première en Europe. Donc on voit bien que ça ne marche pas. Mais les militants moi je leur dis ça comme ça, ils le comprennent très bien. D'ailleurs, les premiers à le dire, est-ce que le peuple de gauche comprend ça? Parce que le fait est que le peuple... Mais je le comprends. Ils le comprennent à une condition. Ils comprennent à une condition, c'est que par exemple, on défend le compte pénibilité. Non pas parce que c'est un compte pénibilité, je le répète, qui embêterait l'entreprise, mais parce que c'est un moyen de faire en sorte que le plus faible, celui qui est le plus atteint dans sa vie par le travail, parce qu'il a donné, puisse au moins bénéficier de la solidarité des autres. Mais pourquoi c'est pour ça qu'on tient beaucoup, par exemple, à cette question du compte pénibilité, de la pénibilité, de tenir compte de la pénibilité, parce que c'est une valeur profonde. Alors on peut dire que ça ne compte pas, ça n'est pas intéressant, on laisse chacun, celui qui est en mauvais état, tant pis, il terminera sa vie comme ça. Non, ça c'est pas socialisme, mais pourquoi c'est pas de gauche. Cet aggiornamento du socialisme l'avez-vous fait si tard et toujours à reculons et entré dans les pieds? Souvenez-vous, en 1999, M. Schröder et M. Blair font la proposition à Lionel Jospin, alors Premier ministre, de participer à la réflexion sur l'avenir de la social-démocratie en Europe. Et Lionel Jospin et le PS déclinent en disant non, ça c'est pas pour nous, nous ne cautionnerons pas ce tournant libéral. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, quand vous voyez les performances de l'Allemagne, que ça a été un formidable rendez-vous raté, que vous avez 15 ans de retard dans la réflexion sur quel socialisme dans le monde de demain? Oui, alors je ferai une différence entre Tony Blair et Schröder. Je ne suis pas sûr que ce soit un tenant de la social-démocratie en Grande-Bretagne. On est vraiment dans un autre type de modèle, une troisième voie, un autre type de modèle. Mais je prends Schröder. Il y a eu des aspects dans ces réformes qui ont été assez négatifs et que d'ailleurs aujourd'hui les sociodémocrates, en alliance avec la droite, essayent de réparer. Par exemple, l'absence de SMIC n'était pas une bonne chose pour l'Allemagne. La preuve, ils sont en train de mettre en place un SMIC. Comme quoi, les convergences, elles peuvent venir aussi des deux côtés du Rhin. C'est pas simplement la France qui doit progresser, elle doit le faire vers, non pas le modèle allemand, mais vers une efficacité qui soit plus grande qu'aujourd'hui, mais du côté aussi allemand. J'en parlais à propos de la natalité ou de la place de la femme. Mais là aussi. Mais ça, on le dit depuis toujours. Moi, je fais caractéristique par rapport à d'autres, c'est que ça fait quand même quelques années que je suis dans le socialisme. J'en entendais un qui disait ça fait 10 ans. Alors moi, je n'ose même plus les compter, puisque je dois être socialiste depuis 1975. Et à l'époque, c'était la première gauche et la deuxième gauche. Claude Veil s'en souvient très bien. Et alors, la première gauche, c'était Mitterrand. La deuxième gauche, c'était Rocard. Et on faisait les mêmes critiques. Et pourquoi vous mettez autant de retard? Bon, on a du débat chez nous, mais parce que vous le savez bien. Non, mais la gauche en France, elle n'est pas unique. Elle n'est pas une. Elle est plurielle, au mauvais sens du terme. Elle a des histoires différentes. Elle a des contradictions très importantes. C'est d'ailleurs pour ça que ça lui est très difficile et absolument nécessaire de surmonter ces différences pour pouvoir exercer le pouvoir. Justement, et ça nous ramène au beau graphique que vous avez montré, Caroline, tout à l'heure. Au fond, Manuel Valls incarne une manière d'être de gauche. Progressiste, dirait-il, plutôt que socialiste. Et puis Martine Aubry incarne manifestement aux yeux du peuple de gauche une tradition, la tradition socialiste française. Et puis François Hollande, lui, est totalement à la remorque, 7%. Pourquoi? Parce que on a l'impression que le hollandisme, c'est la tentation de sauver le socialisme tout en s'adaptant au monde, à moins que ça ne soit l'inverse, de s'adapter au monde tout en sauvant le socialisme. Oui, c'est sûrement très bien cette politique de crête, mais c'est cette politique de crête est perçue comme une politique de l'entre-deux qui n'a réussi dans aucun des deux objectifs qu'elle se fixe. Je ne le crois pas. Je décrivais, mais on ne va pas revenir sur tout ça, mais les histoires du socialisme depuis le 19e en France, qui sont des histoires parfois extrêmement clivées, extrêmement coupées, bien. Aujourd'hui, pour être au pouvoir, pour avoir 50% des voix, il vaut mieux que ces histoires se rejoignent au moment des élections et dans l'exercice du pouvoir. C'est ce que nous faisons. Mais est-ce que c'est simple?
il y a forcément quelque chose qui est un équilibre. Vous dites c'est un entre-deux, mais moi je fais une grande différence entre l'entre-deux, qui serait un trou, et l'équilibre, qui est justement la ligne de crête. Et celui qui est en capacité de faire en sorte que des gens qui ont peut-être des histoires différentes, des pensées différentes, agissent ensemble, c'est celui-là qui peut être le chef. Et c'est celui-là qui peut gagner. Il ne vous arrive pas de penser que vous êtes sur un aiguillage en réalité, et que maintenant vous allez avoir le choix entre aller par là ou par là, et qu'on ne peut pas toujours marier rester dans une politique de chauve-souris. Oui, c'est pas d'être dans l'à peu près. Je déteste l'à peu près, parce que l'à peu près est compris de personne. Non, il faut être dans la précision. Mais la précision, ça peut être de chercher à faire en sorte que ceux qui sont attachés profondément à la solidarité, et on va dire c'est une valeur ancienne, c'est une valeur traditionnelle, mais on peut le faire de manière moderne, adaptée. Moderne, ça ne veut rien dire d'ailleurs, parce que ça change tout le temps. On est moderne la veille, et puis on est vieux le lendemain, mais qui est adapté à un monde qui bouge, à des technologies qui bougent. Mais on ne peut pas penser l'économie aujourd'hui avec le développement du numérique comme on pensait l'économie et les usines il y a 30 ans ou 40 ans. Ça n'est pas la même économie, c'est pas la même place pour l'homme. C'est pas le même type de solidarité qu'on doit mettre en place. Pardonnez-moi, tout ça, je suis très attentive, je pense comme les gens qui nous regardent à ce débat, ça donne le sentiment d'être un peu archaïque. C'est Emmanuel Valls qui parlait de gauche passéiste. J'ai entendu ça par le passé aussi, il y avait la gauche archaïque et la gauche moderne. Est-ce que c'est pas vraiment le cas? Non, ça c'est des clichés qui sont simples parce qu'ils permettent de créer, comment dirais-je, parce qu'on se tourne toujours vers le 19e siècle, vers le... voilà. Vous tournez vers le 20e, mais nous sommes au 21e. Et dans ce 21e-là, vous avez aussi... Mais c'est pareil à droite. Vous n'allez pas dire la droite française, elle est unique, elle est homogène. Ils ne sont pas là, c'est pas notre sujet. Mais non, mais je cherche... Pourquoi je dis ça? Parce que si on veut essayer de penser un tout petit peu en profondeur, et pas simplement... On y est en profondeur, là. Ne nous faites pas ce procès-là. Mais je ne fais absolument pas le procès. On est dans la profondeur. Si on veut penser la profondeur, on regarde la complexité de ce qui peut exister à gauche, on peut se permettre aussi de regarder la complexité de ce qui existe à droite, même si la droite n'est pas notre sujet. Si, c'est notre sujet parce que c'est la politique. Et que ceux de gauche, de temps en temps, et tant mieux d'ailleurs, ils se retrouvent avec un repère, c'est qu'ils ne sont pas de droite. C'est pas moi qui ai parlé de gauche passéiste. C'est le Premier ministre. J'entends parler de gauche passéiste depuis toujours, le Premier ministre et de gauche moderne depuis toujours. Moi, ce que je veux, c'est une gauche au pouvoir qui change les choses. Le président, dans son déclaration, à la fois le 31 décembre et sa conférence de presse qui a suivi, a dit qu'il faut aller plus vite et plus loin dans les réformes. On a un peu l'impression qu'on va plutôt vers une pause dans les réformes. Pourquoi vous dites ça? Pause fiscale. Il n'y a pas de grande réforme très ambitieuse. Qu'est-ce qui va marquer... Dans ce qu'on appelle la réforme de gauche, je pense que ça... Oui, qu'est-ce qui va marquer la deuxième moitié du quinquennat? Je pense que les réformes... L'accélération des réformes, elle est où? On parlait de la loi Macron, mais qui comprend beaucoup d'éléments. Et qui a été déshabillée par les députés. Elle n'est pas encore discutée. Oui, mais enfin, on sait déjà que les chapitres tombent comme un gravelotte. Là. Non, je ne crois pas. Quand on veut, par exemple, faire en sorte que... Eh oui, il n'y a pas qu'à gauche qu'il peut y avoir des conservatismes. Hein. Quand on veut essayer de faire en sorte que certaines professions soient plus dans le monde d'aujourd'hui, dans ce monde ouvert que vous décriviez, dans cette concurrence d'aujourd'hui, je crois qu'on est plutôt moderne et efficace et bon à la fois pour le pouvoir d'achat des Français et pour le bon fonctionnement de notre économie. C'est là, ça va se faire. Les réformes, je viens de parler d'une réforme, vous voyez, ça s'appelle la réforme des professions réglementées. C'est comme ça que ça s'appelle. Qui nous est demandé, si vous voulez, par toutes les autorités, le FMI, l'OCDE, tout le monde dit, mais en France, c'est pas possible, vous pouvez pas continuer comme ça. Je ne dis pas qu'on le fait parce qu'ils nous le demandent, on le fait parce que c'est bon pour la France. Je reviens à ça. Je prends un autre exemple. On parle toujours du marché du travail. Pas le terme du marché du travail, parce qu'on a l'impression qu'il y a des gens là qui sont sur le marché, on l'achète, on vend. Non, mais vous avez des gens qui sont au travail. Les conditions d'organisation du travail, ça c'est fondamental comme modernisation. C'est d'ailleurs la plus grosse des réformes qui a été faite en Allemagne. Nous avons commencé... Ça s'appelle l'accord sur la sécurisation de l'emploi. Il faut continuer. Il y a une négociation qui est en cours entre partenaires sociaux. Parce que ça, c'est peut-être une différence parfois au sein de la gauche. Il y a ceux qui pensent qu'on peut faire une réforme en décidant d'en haut, et il y a ceux qui pensent que les meilleures réformes sont celles qui sont négociées en bas. Et les seuils sociaux, par exemple, les seuils sociaux sont en négociation en ce moment de la bonne manière. Par une négociation entre partenaires sociaux. Et entre le gouvernement et le PS aussi. Mais après, on trouve les voies, les moyens. Mais s'il y a un accord entre partenaires sociaux, je l'ai vu, je l'ai fait une première fois, on le met en œuvre et on respecte l'équilibre. Merci Claude Veil. Nous allons passer maintenant aux photos d'actualité de la semaine. Comment passer à côté de cette photo? On va la regarder ensemble. Ah voilà. François Hollande en voyage au Kazakhstan avec cette toque. Ça a fait rire l'ensemble du web. Il y a eu des parodies. Quand vous voyez cette photo, vous dites quoi? Ah non. Ou alors, vous savez ce que je me dis? Qu'est-ce que vous dites? Ceux qui commentent
sont vraiment des imbéciles. Parce que c'est vraiment... Alors là, on parlait de la profondeur et de la Ouais. superficie. On n'est même pas dans le superficiel. On est dans l'évanescent. c'est Dans le normal sans importance. c'est ça, c'est normal qu'il s'habille comme Écoutez, ça. on pour- lui offre ça. Est-ce qu'on a vu des photos des uns et des autres qui précédemment ont eu exactement le même type de cadeau, etc. Bon, voilà. Franchement, ça vaut pas le coup qu'on en parle. Est-ce que ça vous agace, ça vous blesse qu'il soit guignolisé? Ça m'agace pas parce que c'est le type de système d'aujourd'hui, c'est le type d'information, c'est l'instantané, c'est, comment dirais-je, une forme de nihilisme de la politique, mais je n'aime pas ça. Voilà, Parce que c'est le ça. nihilisme, non, mais je l'aime pas par rapport à moi. hein. Non, j'ai bien entendu par Mais rapport parce à que ça, le c'est ça. nihilisme de la politique, vous savez à quoi ça mène? Ça donne le pouvoir à ceux qui sont les plus nihilistes, les plus extrêmes. Et ça, c'est servir l'extrême droite. Ça Agir, Ouais. le commentaire, c'est servir l'extrême droite. Un mot sur les retraites. La retraite de François Hollande. Marianne a fait une addition et explique que le président de la République touchera 36 000 € par mois de retraite. Si c'est le cas, c'est beaucoup. Donc, comme vous êtes une journaliste à la fois indépendante et honnête, vous allez dire que ça n'est pas le cas. Parce que ça n'est pas Je le vous cas. pose la question. Vous pensez que ça peut être le cas? Mais non, ça n'est pas le cas. Donc, la première chose qu'on devrait dire, c'est il est faux de dire cela. Et c'est pour ça que je vous pose la question, Bah, puisque c'est simplement faux, c'est ce que dit d'ailleurs le... le montant exact, c'est quoi? J'en sais rien, ça dépend de combien de temps il a été, à quel niveau député, combien de temps il a été fonctionnaire. Ça se calcule comme tous les Français, vous savez, là, en fonction du temps de travail et du niveau de qualification. Allez, une dernière image. Une femme, 2 hommes, Duflot, Mélenchon, Montebourg, avec lequel le dialogue est encore possible. Avec les deux, Les deux, de chaque côté, Duflot, Montebourg. oui, le dialogue est évidemment possible. Et il a commencé? Je ne sais pas, mais il est possible, il a eu lieu, il est possible. Ce sont à la fois des personnalités politiques de qualité qui ont un sens critique et une personnalité forte, mais en même temps qui ont aussi le sens de l'intérêt général. Ils savent l'un et l'autre qu'il vaut mieux la gauche au pouvoir que la droite. Et en revanche, pour Mélenchon, il n'y a plus rien à Je ne suis faire. pas sûr qu'il le sache, lui. Vous pensez que Je c'est... crois qu'il fait partie de cette gauche qui recherche le confort de la seule critique et de la seule opposition. Nous allons passer maintenant, si vous le voulez bien, aux questions des téléspectateurs. Michel Sapin, que pensez-vous des débuts de Nicolas Sarkozy à la présidence de l'UMP? C'est pas très important, mais c'est plutôt aux C'est pas très adhérents, important, aux vous êtes adhérents sérieux de quand vous dites l'UMP. ça? C'est plutôt aux adhérents de l'UMP de le dire. Voilà, mais je trouve que c'est très bien. Il est un président de l'UMP, président de la République, puis président de l'UMP, une grande carrière devant lui. Il n'y a pas, franchement, un peu de morgue dans votre façon de présenter les choses? Un ancien chef de l'État, quel qu'il soit, qui se représente, qui va être le président, qui est le président du premier parti d'opposition? Non, mais Ça pourquoi passe vous voulez pas. de la morgue? C'est pas une histoire de morgue. Si, vous dites que c'est pas très important. Non, moi je vois simplement les commentaires que ses propres amis font. Je trouve que c'est plus intéressant que les miens. D'accord. Comment expliquez-vous la montée du populisme en France et en Europe? Je crois que j'ai donné quelques petits éléments. Hein. Ouais. Bon, mais parmi les choses, il y a la crise, la difficulté, le mécontentement. Voilà. Donc quand vous êtes dans la crise, dans la difficulté, dans le mécontentement, et que vous manquez de repères, parce que parfois il y a aussi un contexte qui vous fait manquer de repères, le premier réflexe, c'est de dire que c'est la faute à l'autre. C'est la faute au voisin. C'est la faute à l'autre pays. C'est de l'autre côté du Rhin. C'est de l'autre côté du Chanel. C'est de l'autre côté de l'Atlantique. Ça, c'est mortifère. Donc c'est à nous, hein. Là on a une responsabilité politique évidente que de montrer que l'Europe n'est pas la solution à tout, mais elle apporte des solutions à un certain nombre des problèmes qui sont les nôtres, à une condition, c'est que nous-mêmes, en France, nous prenions nos propres responsabilités. Les réformes sont nécessaires en France parce que c'est bon pour la France. Comment se passe votre collaboration avec Emmanuel Macron? Très bien, il y a tellement longtemps qu'on Non, mais travaille ça, c'est la ensemble. version officielle. Mais sinon. Non, mais si je disais le contraire, je vous mentirais. Donc, ce n'est pas une histoire de version officielle. Ça fait des années et des années que nous travaillons ensemble, et en particulier, comme vous le savez, à l'élaboration du programme de François Hollande. Il prend beaucoup de place quand même, non? Mais tant mieux. Et tant mieux. Je souhaite qu'il en Qu'il prenne continue. beaucoup, oui, bien sûr. Bon. Et non, mais il représente quelque chose. Si un Il représente gouvernement... quoi, d'ailleurs? Mais il représente la jeunesse, il représente la compétence, il représente un dynamisme qui est absolument nécessaire. Si dans un gouvernement, autour de la table du Conseil des ministres, nous étions, garçons et filles, en l'occurrence aujourd'hui, une vingtaine, à nous ressembler les uns les autres, franchement... Oui, pas on sûr s'ennuierait que un ce peu? soit- Oui, on Non. s'ennuierait. Selon vous, économie et écologie sont-elles compatibles? Oui, plus que ça même.
Je pense que dans l'écologie, il y a aussi des capacités de développement économique, de création de filières. C'est l'écosocialisme dont a parlé Jean-Christophe Cambadélis. Je le crois juste. Je crois que c'est juste. Il ne faut pas réduire l'écologie au socialisme et le socialisme à l'écologie. Mais dans le monde d'aujourd'hui, un des éléments du monde d'aujourd'hui, c'est qu'il faut faire en sorte plutôt que notre planète, dans quelques années ou dans quelques siècles, soit encore là. Ça, on le dit, c'est typiquement le genre de choses qu'on dit tout le temps et puis qu'on fait rarement. Donc là, peut-être cette fois-ci, on le verra. C'est là où il faut l'intégrer. Voilà. Et quand le président de la République dit que pour lui, le plus important en 2015, c'est de réussir la conférence qui aura lieu à Paris à la fin de l'année 2015, parce qu'on va peut-être enfin prendre des vraies décisions dans tous les pays du monde pour éviter le réchauffement de la planète, je pense qu'il est dans quelque chose, je ne sais pas si ça s'appelle de l'écosocialisme ou du socialisme écologique. Et ça fera peut-être revenir Cécile Duflot. Mais ça paraît plutôt intelligent. Et ça fera peut-être revenir Cécile Duflot. Je ne sais pas, j'en sais rien. Allez. Elle a en tous les cas toute sa place. Pourquoi le pacte de responsabilité ne porte-t-il pas ses fruits ? Ça, c'est erroné. Et puis, on est parti d'une caricature, d'une phrase de Macron pour dire cela. Le pacte de responsabilité sont deux choses. C'est premièrement... Pas toute l'histoire, juste parce qu'il y a d'autres questions. Oui, mais c'est deux choses. Premièrement, ce sont des moyens supplémentaires donnés aux entreprises. Ça, c'est une formation, ça, il y a 2 points. Et non, elle est simple, la question. Pourquoi ça marche pas ? C'est pour éviter des amalgames comme celui-là, des simplifications qui disent quelque chose de faux. Et aujourd'hui, le pacte de responsabilité, c'est quoi ? Ce sont des négociations dans les branches qui sont en cours. Elles sont indispensables. Partenaires sociaux, oui, il y en a de plus en plus. Il y en a, contrairement à ce que disait le patron, 3 qui ont été signés, et il y en a plusieurs qui sont en cours de négociation. Je suis persuadé, et c'est pour ça que la page est en train de se tourner, que l'exaspération un peu factice des patrons est en train de se tourner pour être au boulot, là, dans la négociation. Eh bien, ces négociations, elles vont permettre de montrer que oui, le pacte de responsabilité va être, parce qu'il rentre en application le 1er janvier, va être, et vous voulez que ce soit un échec avant même qu'il soit mis en œuvre. Vous vous rendez compte de pessimisme Pas du tout, pas du tout. C'est votre optimisme qui est forcené. 3 questions, des réponses rapides. C'est possible ? Allez, êtes-vous pour une remise à plat des contrats de travail pour la fin du CDI ? Je comprends ce que vous voulez dire. Est-ce qu'il faut changer le contrat de travail ? Il faut supprimer le CDI ? Non. Voilà. Non, il faut privilégier plutôt le CDI ? Non, mais il faut faire en sorte qu'il y ait le plus possible pour chacun et chacune de ceux qui rentrent dans le travail, le plus possible de sécurité. Vous voulez qu'on dise l'inverse ? L'objectif, c'est qu'il y ait une insécurité absolue au travail ? Qu'on soit embauché pour une journée ? Non. Comme ça existait au Moyen-Âge, un journalier, un jour et le lendemain, on ne sait pas. Donc il faut de la sécurité. Faut-il encore réformer l'assurance chômage ? Oui, il y a bien sûr des réformes nécessaires dans le domaine de l'assurance chômage. À quand la hausse des salaires en France ? Ils augmentent, 2,5%. 2,5%, les salaires dans le privé ont augmenté. Ce n'est pas vrai dans le public, parce que nous, on ne peut pas, parce qu'il faut équilibrer le budget. 2,5% qui augmente. C'est trop. Je dis qu'il faut faire attention, mais ça, c'est au patronat de le faire. Merci beaucoup, Michel Sapin, d'avoir été mon invité. C'est la fin de cette émission. Vous retrouvez demain Yves Calvi à 17h50 dans C'est dans l'air. Tout de suite, votre magazine On n'est pas que des cobayes. Très bonne soirée sur France 5.